Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Gilles Babinet, entrepreneur, coprésident du Conseil national du numérique et auteur d'un livre qui vient de paraître intitulé Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat, un ouvrage publié chez Odile Jacob. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Allez, d'abord un mot, c'est quoi le Conseil national du numérique ? C'est une institution qui est chargée de conseiller le gouvernement sur sa stratégie digitale et de l'intelligence artificielle. Qui existe depuis 2011. 2011. Alors, vous avez publié plusieurs ouvrages. Là, vous attaquez à la relation entre l'intelligence artificielle et le green, donc le vert, l'économie verte. Vous y croyez qu'elle peut amener cette fameuse économie verte ? Oui, je pense que ça peut être vraiment une révolution. Ça peut tout changer en réalité. C'est la thèse du livre. Ça peut nous aider à vraiment décarboner et puis restaurer tous les écosystèmes qu'on a abîmés. Je voudrais vous montrer là un clip de rappeurs qui sont très connus en France, qui s'appellent Big Flo et Oli. Alors, ils ont écrit une chanson, ils ont demandé à une intelligence artificielle d'imaginer les images qui allaient avec cette chanson, et je vais vous montrer l'extrait de leur vision de l'intelligence artificielle et de notre alimentation dans les années qui viennent. On va vivre que dans des villes gigantesques où les immeubles s'entassent. On mangera peut-être que des vitamines et d'insectes et des aliments sous vide en barre infects. On nous livre en pack, steak frites dans 20 ml, Big Mac dans des petites pilules au fond du sac. On aura oublié toutes les couleurs des légumes et vit sur la lune, mais comme un bouche bée de 20 pieds de tomates. Voilà, donc en gros, excellent. Vous avez vu que bon, c'est pas très optimiste sur l'alimentation de demain. Ouais, c'est sûr, c'est caricature ou pas? Non, mais si vous voulez, moi je suis pas voyant, je ne sais pas vous dire ce qui va se passer dans 10 ans, mais plusieurs futurs sont possibles. Et l'un d'entre eux, c'est qu'on serve de la technologie pour résoudre les plus grands problèmes de l'humanité, à commencer par le réchauffement climatique et vraiment tous les enjeux du vivant en général, quoi. Et à cet égard, la technologie, l'intelligence artificielle a un potentiel juste insoupçonné. Ouais, sauf que vous critiquez quand même dans votre livre ce qu'on appelle les technosolutionnistes qui pensent que tous nos problèmes vont être réglés par la techno. Ouais, il y a deux grandes tendances. Il y a les décroissants et les technosolutionnistes. Ouais. Les décroissants, c'est ceux qui disent de façon un peu pénitente en fait, la technologie, ça nous a emmenés dans le mur, il faut qu'on retourne vivre au XVIIIe siècle. Et puis, il y a les technosolutionnistes qui disent en fait, il faut qu'on continue exactement à vivre pareil. La technologie va résoudre tous nos problèmes et ne changeons surtout pas de modèle de société. Et moi, je pense que la vérité entre les deux, et notamment que l'intelligence artificielle permet de créer des nouveaux usages qui sont très différents et très, très efficaces. Alors, ces nouveaux usages, par exemple, ce que vous dites dans votre livre, peut-être que demain, on va photographier chacun de nos repas pour calculer notre empreinte individuelle écologique et donc être taxé fiscalement en fonction de ça. Alors, sur la notion de taxe, c'est un débat parce que c'est assez liberticide en réalité. Bah oui. Mais en réalité, sur le fait que on puisse savoir ce qu'il y a dans ces repas, ça existe déjà. D'ailleurs, je l'ai pas inventé tout seul. Donc les gens prennent en photo leur repas. Vous avez des apps qui sont extrêmement populaires dans le monde entier, d'ailleurs aux États-Unis en particulier, qui sont des conseils diététiques. Vous n'avez qu'à prendre en photo vos repas, ça vous dit précisément le nombre de calories que vous avez ingérées et la conséquence que ça va avoir sur votre profil, entre guillemets. Voilà, et donc à partir de là, être capable d'en déduire la charge CO2, c'est-à-dire la quantité de carbone que vous émettez en mangeant ça, on voit tout de suite s'il y a du bœuf, que c'est pas la même chose que s'il y a du soja, par exemple, et on peut vous dire, si tous les jours vous mangez du bœuf, vous rajoutez, je me souviens plus combien c'est, je crois, c'est 1,8 tonnes de CO2 par an à vos émissions, ce qui est absolument considérable. Bon, vous l'avez dit, c'est quand même liberticide, c'est Big Brother vert, là. À mon avis, il y aura certainement des choses qui sont un peu contraignantes, mais le but, c'est plutôt de faire des usages qui nous font évoluer. C'est-à-dire que, d'abord, manger de la viande tous les jours, c'est pas très bon pour la santé. À cet égard, il y a plein de substituts qui sont tout aussi bons et qui vous amènent toutes les protéines dont vous avez besoin. Et je pense que, justement, l'objectif de l'IA, c'est de créer des expériences nouvelles. C'est-à-dire de vous dire, si tu manges ça, tu vas te sentir mieux, et puis ça va être mieux pour la planète en même temps. Alors c'est un peu caricatural, mais ce que je donne dans ce livre, c'est beaucoup d'exemples de ce type-là dans un peu tous les domaines.
Et justement, on serait accompagné par ce qu'on appelle un conseiller personnel IA, intelligence artificielle, et qui nous donnerait, sur chacun de nos faits et gestes, des conseils pour sauver cette planète. En fait, la notion d'assistant personnel, elle est au cœur de la recherche de ce que font tous les grands centres de recherche dans l'intelligence artificielle, notamment chez Meta et autres, c'est-à-dire le fait de mettre dans votre téléphone quelque chose qui vous écoute, c'est une servitude volontaire. C'est-à-dire que vous allez vouloir que ça vous écoute, parce que ça va pouvoir vous dire, il y a 3 ans, tu étais dans un interview sur France 24 et tu as dit précisément ça. Et si un jour je retourne chez vous, ce que je souhaite, je pourrais me souvenir de ce que j'ai dit, je pourrais savoir qu'est-ce qui est important d'insister, etc., etc. Voilà, et on va avoir ça dans tous les domaines. Je vais pouvoir dire à mon téléphone, écoute, organise-moi les vacances, prends-moi les billets d'avion, les billets de train, prends-moi des trucs pour les enfants, réserve-moi des musées qui me plaisent en fonction de mes goûts personnels. Voilà, donc à partir du moment où c'est capable de faire ça, c'est tout aussi bien capable de me dire, écoute, depuis le début de l'année, t'as pris 3 fois l'avion, t'as mangé, voilà, ton empreinte, elle n'est pas très bonne. Par contre, si tu faisais ça, tu vivrais mieux et puis tu émettrais moins de carbone. Alors la question, elle est double. Qui possède ces données, d'abord? Ce ne sera pas nous les Européens, très clairement. Pour le moment, ce n'est pas nous, parce que on s'est mis en retard, en fait, dans la recherche sur ces sujets à cet égard. Mais en fait, c'est ce que je dis beaucoup dans ce livre, c'est que dans l'histoire du numérique, il y a un point d'inflexion tous les 20 ans. Donc il y a ce qu'on appelle les gros ordinateurs, les mainframes, après il y a eu les mini, après il y a eu le micro-ordinateur, après il y a eu téléphone mobile, puis le cloud, et puis maintenant il y a les LLM, c'est-à-dire les technologies d'intelligence artificielle moderne. Et à chaque fois, vous avez un nouvel acteur qui rentre. C'est-à-dire que vous avez... donc il y a de l'espoir pour que nous, Européens, on récupère nos ruptures techno. Ouais. Alors la plupart des technologies ont été inventées en Europe en passant, hein. C'est quand même intéressant. En recherche. Ça. Mais après, les applications sont parties. Mais les applications sont parties. Ouais. Mais il ne tient qu'à nous. Et je pense que pour le moment, il y a, en tout cas, une France, une dynamique très intéressante. C'est pas moi qui le dis, c'est les Américains qui disent, il se passe quelque chose en France à cet égard. Donc il faut qu'on accélère là-dessus. Et je pense aussi quelque chose qui est... moi, quand je parle de ça, les gens, parfois, sont un peu velléitaires. Ils me disent, mais attends, regarde, on a fait TikTok, on a fait des trucs horribles et tout ça. Mais me semble-t-il... l'expression de l'Europe, c'est une expression différente. C'est pas forcément une expression mercantiliste et consumériste de la technologie. Mais ça nous fait pas gagner, cette approche-là. Demain, on a peut-être raison, mais on gagne pas. Il faut dépenser 3 trilliards par an, 3 000 milliards par an, pour résoudre les problèmes d'environnement. Voilà, cet argent, il va être dépensé. Et je crois que c'est une opportunité pour l'Europe, qui est quand même un leader dans les métiers de l'environnement. C'est-à-dire toutes les technologies d'environnement, mais pas que d'ailleurs aussi, toutes les technologies industrielles, les technologies de transport, on est des leaders. Airbus, c'est le leader mondial, Alstom, c'est l'un des leaders mondiaux, etc., etc. Ça se passe en Europe. Donc maintenant, il faut réussir à mettre la couche IA là-dessus. Quand même, l'IA fait peur. Il y a une enquête très récente là, qui vient de sortir chez les Britanniques. 8 millions d'emplois qui pourraient disparaître au Royaume-Uni à cause de l'intelligence artificielle. Alors, moi, je faisais partie de la mission IA, vous savez, cette grande mission qui a été mise en place par le gouvernement pour voir comment la France peut s'emparer de l'intelligence artificielle. Il y a eu des économistes parmi les meilleurs qui existent, qui ont travaillé sur ce sujet. C'est pas vrai. D'accord. On n'a pas le début d'une preuve de ça. Et notamment, quand on étudie l'histoire de l'économie, on voit des technologies extrêmement productives qui arrivent. Je vais vous donner un exemple. Le chemin de fer qui allait de Boston à San Francisco, quand il a été mis en place, il a fait disparaître 800 000 emplois. Il y avait 1% des États-Unis qui étaient sur cette voie-là et en fait qui tenaient des diligences, des hôtels, des trucs, tout ce qu'il faut pour voyager d'un bout à l'autre. Ça a disparu, mais tout le monde est conscient aujourd'hui que les externalités qui ont été créées, c'est-à-dire les emplois additionnels qui ont été créés à partir de ça, elles sont absolument considérables. Positif, ouais. C'est la même chose pour l'IA. On va devoir dépenser des fortunes pour résoudre les problèmes d'environnement. On n'a pas le début du commencement d'une idée de quels seront ces nouveaux emplois. Ce qu'on sait, c'est que l'environnement, c'est multifactoriel et complexe. Et que l'intelligence artificielle, la première de ses caractéristiques, c'est d'être capable de bien traiter de la complexité des environnements multifactoriels. Et sur ça, vous êtes optimiste. Même si, dans votre livre, vous dites que notre modèle est à bout de souffle.
C'est là où je ne suis pas du tout technosolutionniste. C'est-à-dire que imaginez qu'on va continuer à se balader avec des voitures qui pèsent 1,5 tonnes. Oui, très dur sur les SUV. Ah ouais, pour balader 1,3 personnes en moyenne en Europe, une voiture qui fonctionne 7% du temps. Si on veut construire un modèle absurde, on ne fait pas mieux. Et c'est ce qu'on a construit. C'est-à-dire, la voiture, ça consomme 7% du temps. Ça marche 7% du temps. Et il y a 1,3 passagers quand ça marche. Ouais. Pour balader 1,3 tonnes d'acier qui ne servent à rien, en fait. Donc ça va disparaître. On va repenser le modèle. Et quand on voit, on imagine ce que peuvent permettre de faire s'ils arrivent, je pense qu'ils arriveront dans les 5 années qui viennent, les véhicules autonomes. Vous repensez complètement l'urbanisme, la façon dont les véhicules sont utilisés. Vous ne possédez plus de voitures. Parce qu'une voiture peut fonctionner 24 heures sur 24. Donc c'est stupide de posséder une voiture. Ça devient un outil de transport collectif. Donc il faudra être directif. Je pense qu'entre dépenser en moyenne par foyer, je crois que c'est 4 à 6 000 euros par an, sachant que les revenus moyens des Français, ça doit être quelque chose comme 23 000 euros, 25 000 euros, vous n'allez pas dépenser un tiers de vos revenus pour un truc qui ne marche pas en réalité. Donc si je vous dis vous allez dépenser beaucoup, beaucoup moins et vous allez avoir la même qualité de service, vous n'avez pas forcément besoin d'être très directif. Ouais. Une dernière question. Beaucoup de scientifiques, de technologues voient que ça peut marcher, cette vision-là, dans un pays comme la Chine, parce que ce pays est très directif. Est-ce que vous pensez que ce modèle politique particulier de la Chine peut arriver chez nous? Vous savez, la Chine, les économistes vous disent, c'est un peu le moment de vérité. Ça peut très bien mal tourner dans les années qui viennent. Moi, je ne crois absolument pas à la vertu en économie des systèmes directifs. Je n'y crois pas une seconde. Regardez, ça a systématiquement foiré. Merci beaucoup, Gilles Babinet. Je suis désolé, je dois rendre l'antenne. Merci. L'invité de l'économie est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.